Marceau. Radio X. 8h16, comme à chaque mercredi, aux alentours de 20h, on a dépassé un peu, on est encore un peu en retard, désolé. On parle avec Christian Page, l'enquêteur du paranormal. Salut Christian! Salut Marceau! Tu vas être de passage à la fin du mois, je l'ai annoncé tantôt, j'ai vendu ton punch, mais tu vas être à l'Université Laval pour une autre conférence, c'est le fun? Oui, effectivement, cette fois, la thématique sera les très controversés enlèvements extraterrestres. Donc, faut-il y croire? A-t-on des preuves de ça? Existe-t-il des avenues alternatives ou sommes-nous réellement les cobayes de créatures venues de l'espace? Que pense Christian Page des enlèvements extraterrestres? Moi, je te vendrai pas le punch, mais je pense que c'est un sujet qui est très sérieux et je te dirais que les gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres, eux, croient qu'ils ont réellement été enlevés par des extraterrestres, et ces gens-là ne sont pas des gens qui, évidemment, t'as toujours les crackpots, t'as toujours les gens qui veulent avoir de l'attention, mais si on élimine ces gens-là, il reste un noyau pur et dur de gens qui ont ce discours-là, donc de croire qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, et ils en ont une conviction. Maintenant, savoir est-ce que c'est vrai ou non, je pense qu'il y a différentes avenues qu'il faut explorer avant de conclure que ces gens-là ont été enlevés par des extraterrestres. Dans ton cas, on va toi, explorer chacune de ces avenues-là. Dans ton cas, toi qui aimes être sur le terrain très souvent, est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui disaient avoir été enlevés puis que tu as eu la chance d'interviewer? Plusieurs. J'ai même fait des reportages là-dessus, des séries télé là-dessus, tu sais. Et ça, je te dis, donc, tu rencontres ces gens-là, ils ont ce discours-là, donc j'ai été enlevé par des extraterrestres. Donc, je pense que la première approche, d'ailleurs, comme je t'ai mentionné, un coup que tu élimines les crackpots et tout ça, là, ouais. Tu te retrouves avec des gens qui sont sains de corps et d'esprit, ils ont simplement cette expérience un peu mystérieuse où ils croient avoir été enlevés par des extraterrestres. Donc, la première approche, c'est d'avoir un accueil bienveillant, une écoute bienveillante. On écoute ce que ces gens-là ont à dire, parce que ces gens-là sont pas là pour te tromper, sont pas là pour te conter des bobards. Ils croient réellement que cette expérience-là leur est arrivée. Ensuite, toi, comme enquêteur, évidemment, tu dois essayer de regarder si ce qu'ils racontent tient la route et s'il n'y a pas d'alternative ou de possibilité autre que celle d'avoir été enlevé par des extraterrestres. Et moi, j'ai développé au fil du temps une hypothèse. Et c'est rare que je fais ça. En fait, je pense que je l'ai jamais fait en conférence. En fait, j'explique souvent les faits. C'est comme journaliste, j'essaie de ne pas m'impliquer. Je présente les faits aux gens. Je dis voici des faits. Puis à partir des faits, faites vous-même votre conclusion. Mais là, pour une rare fois, dans le cas des enlèvements extraterrestres, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Donc, ça va faire 42 ans cette année que je suis dans le domaine du paranormal, dont 25 ans comme journaliste. C'est un sujet sur lequel je me suis penché, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai une petite hypothèse. C'est mon hypothèse sur les enlèvements extraterrestres que je vais présenter durant cette conférence. C'est rare que je fais ça, mais là, je vais me lancer. Donc, à la fin du mois, est-ce qu'on peut aller sur ton site puis toutes les informations sont là? Absolument, toutes les informations sont là, le www.christianpage.ca. Parfait. Est-ce que on est capable de définir un profil type de ces gens qui se disent avoir été enlevés par des extraterrestres? Est-ce qu'en majorité, c'est des hommes ou encore des femmes? Quel âge à peu près? Puis, niveau d'éducation, on est capable de définir ça? Bon, ça, c'est assez varié. Hein? D'ailleurs, on peut se demander comment on pourrait resserrer les critères. Je vais te donner un exemple. Lorsque le phénomène des enlèvements extraterrestres a pris une part très importante dans le sujet des ovnis, et ça à partir des années 80. Il y avait bien eu dans les années 60, les années 70, quelques histoires d'enlèvements extraterrestres, mais ces histoires-là qui avaient été très médiatisées demeuraient quand même marginales. Dans les années 60, il y a eu un ouvrage qui a été publié qui s'appelait The Interrupted Journey en 1966, qui racontait l'histoire d'un couple, Betty et Barney Hill, qui disait avoir été enlevés par des extraterrestres alors qu'ils traversaient les montagnes blanches du New Hampshire et revenaient en fait de Montréal lorsque l'incident s'est produit. Okay. Et on a fait un livre. Ensuite de ça, en 1975, un film sur leur histoire a été adapté pour la télévision. Et au moment où on se parle, on est en train de terminer le montage d'un nouveau film qui va s'appeler Captured, Capturé, qui sera diffusé, mais cette fois au cinéma, qui va raconter cette histoire-là de Betty et Barney Hill. C'est attendu soit pour courant 2018 ou 2019. 1975, une histoire que beaucoup fait jaser, et là aussi on a fait une adaptation au cinéma dans un film qui s'appelait OVNI, l'ultime rencontre, Fire in the Sky, qui racontait l'histoire en 1975 d'un bûcheron, un type qui s'appelait Travis Walton, qui était avec 6 autres compagnons
compagnon sur un chantier d'abattage en Arizona, près de Snowflake en Arizona. Et il dit avoir été enlevé. En fait, ses compagnons et lui ont vu un ovni arriver, là, qui avait les caractéristiques même d'une soucoupe volante, et là, il y a un rayon bleu qui a été dardé sur Walton. Il est disparu et 5 jours plus tard, il est revenu en disant, j'ai passé 5 jours à bord d'un ovni. Mais ces histoires-là restaient très marginales jusqu'au début des années 80. Et là, dans les années 80, on a vu ce phénomène-là se multiplier. On a un petit problème ici, quand tu me parles justement du profil type, parce que les amateurs d'OVNI, les ufologues, eux, ont établi 7 critères pour dire si les gens, là, ont ces 7 critères-là lorsqu'ils parlent ou ils racontent une aventure, une expérience étrange, et qu'ils incluent ces critères-là, ces critères-là sont, à notre avis, significatifs d'un enlèvement extraterrestre. Donc, ils ont 7 critères, parmi lesquels on retrouve des questions comme, par exemple, avez-vous déjà eu l'impression de flotter sans savoir pourquoi? Êtes-vous déjà réveillé la nuit paralysé avec l'impression qu'il y avait des gens autour de vous? Avez-vous déjà rêvé à des ovnis? Donc, on a 7 questions types comme ça. Or, en 1991, un milliardaire américain du nom de Robert Bigelow, tu as peut-être entendu son nom au cours des derniers mois, parce que Robert Bigelow, on en a parlé, c'est un milliardaire qui a fait fortune dans le domaine de l'hôtellerie. Aujourd'hui, il dirige une compagnie d'aérospatiale, la Bigelow Aerospace, qui se trouve à Las Vegas. Et ce type-là s'intéresse au phénomène des ovnis depuis de très nombreuses années. Et tu te rappelles, en décembre dernier, la presse avait abondamment parlé, on en a même parlé à Radio X, cette révélation qu'entre 2007 et 2012, le gouvernement américain, le Pentagone, avait maintenu en place un programme secret d'études sur les ovnis. Ça avait pris tout le monde de court parce que l'armée américaine disait avoir cessé de s'intéresser à la question des ovnis en 1969. Et là, on apprend par une espèce d'indiscrétion de gens du milieu des journalistes, on apprend qu'en fait, entre 2007 et 2012, un petit programme marginal, faut bien l'avouer, 20 millions de dollars sur 5 ans, ça peut paraître beaucoup, mais quand on sait que le budget annuel de la défense américaine est de 7 milliards de dollars annuellement, on comprend que notre 20 millions sur 5 ans, là, c'est du change dans le fond de ta poche, là. Néanmoins, entre 2007 et 2012, il y a eu ce programme secret d'enquête sur les ovnis au Pentagone, et qui a été le premier bénéficiaire de ces sommes d'argent, de ces 20 millions de dollars, ce Robert Bigelow. Donc, Robert Bigelow s'est vu octroyer des sommes d'argent par le département de la Défense pour enquêter sur les ovnis. Donc, je te ramène en 1991, ce Robert Bigelow, donc il est un peu un personnage un peu fantôme dans l'univers des ovnis. Il s'intéresse à ce sujet-là. Et là, il va prendre les fameux 7 critères que les ufologues évaluent en disant, ça c'est des 7 critères qui fait que les gens présentent possiblement un phénomène d'enlèvement extraterrestre. Robert Bigelow va charger la compagnie Roper, une compagnie de sondage aux États-Unis, une firme de sondage, la firme Roper. Il va leur charger de faire un sondage à l'échelle nationale. Et ces 7 fameuses questions seront noyées dans un questionnaire plus étendu de 11 questions. Et d'après toi, combien d'Américains, si on transpose, ils ont interrogé à peu près 3900, je pense, sujets. Si on transpose les chiffres à une échelle nationale, d'après toi, sur une population adulte de 19-20 millions d'Américains, à ce moment-là, d'après toi, combien d'Américains présentaient le profil de l'enlevé? 5 000? 10 000? 4 millions. 4 millions? 4 millions. Okay. Fait que pour répondre à ta question, s'il y en avait 4 millions qui avaient le profil de l'enlevé, tu avais là-dedans autant d'hommes que de femmes, des gens qui appartenaient à toutes les sphères de la société, à toutes les classes économiques. Donc, ce qui nous amène à réfléchir en se disant, peut-être que les critères devraient être resserrés. C'est beaucoup trop flou comme critère pour pouvoir tirer comme conclusion que si une personne a tel ou tel discours, elle serait possiblement une candidate à un phénomène d'enlèvement extraterrestre. C'est beaucoup trop flou. Moi, c'est les gens que j'ai rencontrés, des gens sérieux, si on exclut les crackpots et tout ça, il y a quand même des études qui ont été faites, menées par des psychologues et des psychiatres sur ces phénomènes des enlèvements. Et ce que l'on sait, c'est que ce sont des gens là, qui, hommes-femmes, il n'y a pas beaucoup de différence là-dessus. Classe économique également, ça ne se joue pas là. Je pense que le premier critère, c'est que ce sont des gens qui sont généralement
facilement hypnotisables, parce qu'il faut savoir que 95% des soi-disant récits d'enlèvement ont été obtenus sous hypnose. Donc, ce sont des gens qui sont facilement hypnotisables, et ce sont des gens qui ont une tendance à créer des faux souvenirs. Donc, ils ont une imagination et viennent à accepter ce qu'ils croient, en fait, des éléments d'imagination. Ils en viennent à accepter ces éléments-là comme étant la réalité. Donc, et ça peut être dans n'importe quel domaine de leur vie, là. C'est-à-dire, ces gens-là vont dire, je me rappelle très bien quand j'avais 2 ans et demi que j'ai vécu telle affaire, que mon oncle Jean-Paul est venu dans un party de Noël avec son chandail du Canadien, puis je me rappelle qu'à 3 ans, j'ai fait ci, puis à 4 ans, j'ai fait ça, alors que tous les psychologues et les psychiatres vont dire que la mémoire ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas te rappeler, par exemple, de manière soutenue, un souvenir en bas de 3 ans. Donc, si tu me dis que tu te rappelles très bien qu'à 2 ans et demi, là, tu étais dans ta poussette, puis c'est que ce souvenir-là est un souvenir reconstitué. Ta mère l'a raconté, tes parents te l'ont raconté, et tu faisais partie de l'une de ces personnes qui a créé le souvenir et qui l'a accepté comme étant un véritable souvenir, alors que c'est un souvenir recomposé. Okay. Et ce que l'on sait des gens qui se disent enlevés par des extraterrestres, ce sont souvent des gens qui présentent ce type de profil-là, qu'on appelle, dans le domaine de la psychologie, la confabulation. Donc, on remblait des trous de la mémoire avec des récits un peu imagés, et on accepte plus facilement ces récits-là. Donc, ça, c'est un peu le critère de base que l'on retrouve chez les gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Ça ne veut pas dire que leur expérience n'est pas réelle. Ça ne veut pas dire qu'ils mentent lorsqu'ils volontairement nous racontent leur histoire, mais ce sont une caractéristique, une prédisposition psychologique que l'on rencontre chez ces gens-là. Mais et dans ton cas à toi, est-ce que c'était des hommes, des femmes pour la plupart? Je comprends que c'est pas une étude scientifique parce que toi, tu as choisi les gens qui t'allaient rencontrer, mais c'était des hommes, des femmes? Leur niveau d'éducation, est-ce que c'était doctorant? Est-ce que c'était... Moi, je te dirais que dans le cas des gens que moi j'ai rencontrés, c'était majoritairement des femmes, et c'était un niveau d'éducation qui ne dépassait pas le niveau du secondaire. Okay. C'est donc des gens qui avaient peu d'éducation. Est-ce que le niveau d'éducation peut jouer dans le fait de croire ou ne pas croire aux extraterrestres? Mais mon Dieu, Yannick, tu poses donc bien des bonnes questions. C'est parce que je connais les réponses. En fait, la réponse la question que tu poses, elle est, comment je pourrais dire, elle est importante et elle s'applique à tout le domaine du paranormal. La croyance dans les phénomènes paranormaux est inversement proportionnelle au niveau d'éducation. Ce qui veut donc dire que les gens les plus éduqués, puis là, attention, là, je le dis tout de suite parce que je veux pas que des gens me citent, des auditeurs me citent en faux là-dessus, là. Je ne dis pas que le paranormal n'existe pas. Mais c'est vrai que les gens qui sont plus éduqués auront tendance à chercher des explications rationnelles avant de favoriser le paranormal. Donc, par exemple, un universitaire, il entend des bruits chez lui, des bruits de pas, des cognements dans les murs. Il aura tendance à essayer de trouver une explication à ces phénomènes plutôt que de conclure que sa maison est hantée. Et moins les gens sont éduqués, plus ils ont tendance à favoriser des explications de nature surnaturelle. On sort dehors, on voit une lumière dans le ciel qui est zigzag. L'universitaire peut dire... c'est probablement un satellite, c'est probablement, si le satellite tourne sur lui-même, il a tendance à recharger ses batteries, il ne devient visible qu'au moment où il pivote sur lui-même, il y a peut-être des surfaces qui sont moins réfléchissantes que d'autres. Donc, il va essayer de décanter ce qu'il voit pour essayer de trouver une explication rationnelle, alors que les gens moins éduqués auront tendance à favoriser la présence d'un objet volant non identifié. Donc, ce niveau-là, oui, l'éducation, le niveau d'éducation va jouer sur l'adhésion à des hypothèses ou à tout le moins des explications de type surnaturel. On passe maintenant à la chronique de l'enquêteur du paranormal. On parle de des lunes de la planète Saturne. Voilà. Écoute, c'est presque une gymnastique de diction. Un chasseur sachant chasser peut chasser sans chien. Oui, voilà. Donc, on parle en fait d'Encelade, et comme tu l'as si bien mentionné, Encelade, c'est l'une des nombreuses lunes de la planète Saturne. C'est amusant parce que quand j'étais jeune, moi, à l'école, on nous disait la planète Saturne, de mémoire, là, on disait la planète Saturne a 16 lunes ou 18 lunes. T'sais. Aujourd'hui, on y en compte près de 200. Tu vois que ça a beaucoup changé. Mais évidemment, toutes
ces lunes ne sont pas des objets importants. Certains ne sont que des gros cailloux qui sont en orbite autour de la planète. Mais la lune dont je te parle, Encelade, c'est une lune qui est plus petite que notre propre lune, mais qui est quand même un gros objet. Et cette lune, depuis quelques années maintenant, fait beaucoup fantasmer les scientifiques parce qu'elle présente des caractéristiques tout à fait extraordinaires. Donc, je te rappelle, on fait un petit peu un bond dans l'histoire. En 1997, la NASA a lancé pour explorer la planète Saturne une sonde qui s'appelait Cassini-Huygens. Et donc, la sonde a été lancée en 97. Elle est arrivée à destination en 2005. Donc, un voyage comme tu peux le voir, de 8 ans. Et lorsque la sonde est arrivée dans les parages de la planète Saturne, elle s'est séparée. Et l'atterrisseur s'appelait Huygens. L'atterrisseur s'est posé sur une des lunes de Saturne, qui est Titan. Pendant que l'autre vaisseau, donc l'orbiteur, la sonde Cassini, elle continuait de se promener de lune en lune et prendre des photographies et transférer toutes ces informations-là, des données télémétriques, à la NASA. Et quand elle est arrivée dans le secteur de cette lune Encelade, là, on a constaté que cette lune, en fait, est une grosse boule couverte d'une couche de glace. Mais les détecteurs de Cassini indiquent que sous cette couche de glace, il pouvait y avoir de l'eau à l'état liquide. Et des photographies ont montré rapidement qu'il y avait des geysers d'eau qui crachaient leur plume d'eau, en fait, à 200 km d'altitude. Et cette eau, là, on a fait passer la sonde à un moment donné assez proche de la Lune, en fait, à 48 km d'altitude, et elle a pu... faisons une comparaison imagée, là, elle a pu sentir un peu l'eau qui s'échappait d'Encelade et elle a découvert en fait qu'il s'agissait de l'eau salée et on a trouvé à l'intérieur de cette eau des traces de méthane. Et tout ça semble donc indiquer que sous cette couche de glace d'Encelade, il y a de l'eau chaude et de l'eau à l'état, donc de l'eau salée à l'état liquide. Et qui dit eau, qui plus est de l'eau chaude, et qui dit également des sources minérales comme du sel, bien évidemment, c'est une soupe qui est particulièrement favorable à l'apparition de formes de vie. Là où j'en arrive à ma nouvelle, c'est que là, évidemment, on se pose la question, on se dit, ouais, mais à quoi peut bien ressembler un enceladien? Alors, imaginons qu'il y a des êtres, des bactéries, parce qu'on parle surtout d'une vie micro-organique. S'il y a des micro-organismes qui vivent sur Encelade, à quoi ils peuvent bien sembler? Alors là, on s'est penché là-dessus, on essayait d'imaginer toutes sortes de structures biologiques, et finalement, on s'est aperçu que on avait déjà sur Terre une forme de vie qui s'adaptait très, très bien à la vie sur Encelade. En fait, on a des micro-organismes sur Terre qui s'appellent les archées. Et ces archées, donc, on parle bien ici de micro-organismes, ce sont des micro-organismes qui sont excessivement résistants. Et l'Université de Vienne a donc étudié les comportements de ces archées, qu'on retrouve à peu près dans les conditions les plus extrêmes sur Terre. On en trouve donc dans l'Antarctique, on en trouve également à 1000 mètres de profondeur, près des cheminées thermales, dans les océans. Ce sont des micro-organismes qui sont excessivement résistants, qui s'adaptent facilement à des environnements extrêmes. Et ce qu'ils font, en fait, lorsqu'il y a des échanges gazeux et chimiques dans l'eau, notamment dans l'eau salée, il y a une création il y a une transformation, il y a de l'hydrogène qui apparaît dans l'eau. Ces micro-organismes consomment l'hydrogène et rejettent comme déchet du méthane. Or, l'une des substances détectées par la sonde Cassini dans les geysers d'eau qui étaient crachés par Encelade, il y avait du méthane. Alors, les scientifiques ne disent pas, voilà, les bactéries ou les micro-organismes qui existent sur Encelade doivent être des cousins de nos archées, mais il est possible, effectivement, que le méthane détecté par la sonde Cassini proviennent de micro-organismes, soit des rejets biologiques de micro-organismes, et que ces micro-organismes-là ressemblent étrangement à des micro-organismes qu'on retrouve déjà sur Terre, qui sont les archées. Et tout ça vient d'être publié dans un périodique scientifique publié par l'Université de Vienne. On parle maintenant de l'arme sonique à Cuba, et là, enfin, on aurait une piste sur des fonctionnaires, que ce soit américains ou même canadiens, qui auraient été indisposés dans leurs ambassades. Ouais, voilà, c'est l'histoire qui n'en finit plus de finir.
En fait, on en a parlé même à plusieurs reprises à l'émission parce que, bon, évidemment, on a l'impression de se retrouver dans un roman pas de science-fiction, mais un roman d'espionnage à la Tom Clancy. C'est ces histoires l'affaire a commencé en 2016, c'est poursuivi en 2017. On a une vingtaine d'employés de l'ambassade des États-Unis qui se sont plaints de toutes sortes de mots qui allaient de nausées à des maux de tête, des étourdissements. Et là, bien sûr, et tu l'as mentionné, on a 3 ou 4 employés de l'ambassade canadienne également qui ont souffert de ces troubles-là. Et là, évidemment, on a pointé du doigt Cuba en disant il doit y avoir des agents à Cuba qui ont utilisé une arme sonique, même si les scientifiques aux États-Unis, par exemple, on avait consulté l'université Harvard et les scientifiques qui travaillent dans le développement des technologies de pointe ont rejeté cette possibilité d'une arme sonique. On dit non. Là, vous lisez trop Tintin et l'affaire Tournesol. Là. C'est pas ça qui se passe. Il doit y avoir une autre cause à ça. Et là, voilà que il y a à peu près un mois et demi, on a publié un rapport médical. En fait, c'est l'Université de Pennsylvanie qui a publié dans le Journal of the American Association. Ils ont publié un article démontrant qu'on avait comme étudié 19 de ces membres de l'ambassade américaine et ces gens-là présentaient tous des lésions cérébrales comme des gens qui auraient souffert de traumatisme crânien, mais sans bien sûr l'historique du traumatisme crânien. Donc, leurs mots ne sont pas imaginaires. Ces gens-là ont bel et bien été soumis à quelque chose, un agent quelconque qui a créé ces troubles. Alors là, voilà qu'une équipe de scientifiques de l'Université du Michigan ont fait une recherche, une étude, qui vient d'être publiée également par un périodique scientifique. Et là, on a quand même appris des trucs là-dedans. D'abord, ce qu'ils ont constaté, c'est que tous les gens qui ont été visés par ces mots-là, qui ont présenté ces mots-là, ce sont tous des gens qui logeaient ou bien dans la maison de l'ambassadeur américain à La Havane, ou bien des gens qui logeaient dans l'un des 2 hôtels mis à la disposition des employés de l'ambassade américaine par le gouvernement cubain. Aucune de ces personnes-là ne ressentit ces mots-là alors qu'il était dans l'ambassade. Donc, c'est quand même important. Ces gens-là ont été troublés, perturbés par quelque chose, mais en dehors de leur poste à l'ambassade. Ils se trouvaient donc à des endroits qui étaient accessibles par des membres du personnel cubain. Alors, les scientifiques ont quand même regardé ça, et là, ils ont comme créé un bruit qu'ils ont fait entendre aux victimes, bruit que ces gens-là ont reconnu comme étant, parce qu'il faut le dire, plusieurs de ces gens-là ont subi ces malaises-là après avoir entendu une espèce de modulation sonore. Et je t'ai envoyé un fichier audio de cette perturbation sonore. Je ne sais pas si tu l'as et si on peut la faire écouter aux auditeurs. Alors, voici à quoi les gens disaient que cela ressemblait. Et je vais t'expliquer ensuite qu'est-ce que les scientifiques ont découvert. Mais c'est très simple, Christian. Ce sont des grillons. Voilà. Ce bruit-là ressemble effectivement à un bruit de grillon. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un phénomène qui est lié à des ultrasons. Okay. Et lorsque l'on utilise, par exemple, des systèmes d'écoute électronique, on cache des micros dans des lieux pour faire de l'espionnage, les micros émettent des ultrasons pour fonctionner. Et lorsque 2 micros se trouvent trop proches l'un de l'autre, il y a ce que les scientifiques appellent une intermodulation. Et le bruit que tu viens d'entendre, c'est une intermodulation, et c'est exactement ce à quoi que ressemblait le bruit, là, les victimes qui ont été atteintes de ces mots. Alors, l'hypothèse que développent les chercheurs de l'Université de Michigan, c'est tout ça est bel et bien vrai. Oui, ces gens-là ont été victimes d'un phénomène sonique, mais en fait, c'est une intermodulation due à des ultrasons. Et tout ça aurait été fait de manière accidentelle. C'est-à-dire que les autorités cubaines auraient sans aucun doute placé des micros soit dans les 2 hôtels dont je t'ai mentionné, ou encore dans la résidence de l'ambassadeur américain à La Havane. Et en fait, c'est la mauvaise manipulation de ces micros placés trop près l'un de l'autre
qui aurait créé cette intermodulation et qui aurait pu causer les maux chez les personnes visées. Alors, évidemment, si c'est le cas, tu comprendras que Cuba n'admettra pas avoir placé des micros dans la résidence de l'ambassadeur américain à La Havane ou encore dans des hôtels qui sont occupés par des membres de l'ambassade américaine. Ils vont le nier. Ouais. Mais, effectivement, si on aurait placé ces micros-là trop près l'un de l'autre, il y aurait eu cette intermodulation. Le hic ici, c'est que bien sûr, les gens vont dire oui, mais des ultrasons de cette manière-là, l'intermodulation n'entraîne pas. Là. Même si on est placé dans une situation comme celle-là, même si ton oreille n'entend pas, parce qu'il faut savoir que ton oreille entend entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc, en dessous ou au-dessus, tu n'entendras pas ça. Il y a un son. Ton chien peut l'entendre, mais toi, tu ne l'entendras pas. Et quand c'est proche du niveau audible, donc, comme je t'ai mentionné, 20 et 20 000 Hz pour l'oreille humaine, lorsqu'une modulation qui se passe à 18 ou 19 Hz, on l'entend pas auditivement, mais ça nous agace et ça nous trouble. Ça peut même aller jusqu'à des hallucinations auditives et visuelles. Donc, une intermodulation pourrait causer des troubles, mais pas des lésions cérébrales. Alors, d'où proviendraient les lésions cérébrales? Les scientifiques font un pas de plus en disant il est possible que ces appareils aient utilisé des micro-ondes. Si c'est vrai que les ultrasons n'entraînent pas des lésions cérébrales, les micro-ondes, elles, peuvent le faire. Donc, en imaginant que ces appareils-là utiliseraient des micro-ondes pour communiquer l'information aux agents qui surveillent, ben là, évidemment, ça pourrait expliquer les lésions cérébrales. Donc, tout ça serait finalement une mauvaise manipulation d'équipements d'espionnage utilisés par des agents à La Havane, mais pas quelque chose qui aurait été fait dans le but volontairement de perturber, sinon de blesser, entre guillemets, les employés de l'ambassade américaine. Tout s'explique tout le temps. Ben, en tout cas, là, on a peut-être une bonne explication. Alors que partout dans le monde, il y a eu des observations d'objets volants non identifiés. Au Japon, on a dit pas d'OVNI ici, Daniel-san. Ben, j'entends plein ça. C'est-à-dire que c'est le bureau du premier ministre japonais qui a fait cette annonce-là. En fait, le premier ministre japonais avait été questionné au sujet des ovnis par un membre de la chambre basse du Parti démocrate, qui est le parti d'opposition au Japon, un certain Seiji Osaka. Donc, Seiji Osaka, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, en fait, capitalisé un peu sur cette histoire américaine que je t'ai évoquée un peu plus tôt, c'est-à-dire ce programme d'enquête sur les ovnis qui a eu lieu entre 2007 et 2012 aux États-Unis. Donc, on s'est dit, M. Osaka s'est dit, si ça l'a préoccupé les Américains, si ça l'a préoccupé les gens du Pentagone, est-ce que nous, au Japon, on a été préoccupés par cette question? Et éventuellement, est-ce que le gouvernement japonais a jamais enquêté sur des ovnis? Et est-ce que le gouvernement japonais est prêt à faire face à une invasion extraterrestre, si invasion il y avait? Et voilà que il y a quelques jours, la question a été posée, acheminée, acceptée, parce que dans un premier temps, il faut que la question soit acceptée. La question a été acceptée, acheminée au bureau du premier ministre, et voilà qu'il y a quelques jours, le bureau du premier ministre a émis un communiqué, et en disant que l'existence de ces ovnis n'avait jamais été clairement démontrée, et que le gouvernement n'avait aucunement considéré quelque mesure que ce soit dans la perspective que l'un ou l'autre de ces prétendus ovnis survolerait le Japon. Donc, pas d'ovnis au Japon. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. Voilà. Hey, le Chupacabra revient dans l'actualité? Le Chupacabra, d'ailleurs, qui veut dire en français le suceur de chèvre. Ah, j'ai connu un chum de même. Là, tu parlais tantôt de ton âne, là. Hein? Ici, c'est le suceur de chèvre, l'Ilmetico Chupacabra. Ouais. Ça, c'est assez amusant parce que c'est une créature un peu fantastique. Essaie de l'imaginer un peu, d'après les descriptions. Ce serait une sorte de créature, un mixte entre un kangourou et une gargouille. Et curieusement, cette créature apparaît au milieu des années 90, donc en 1995 de mémoire, je peux même dire en mars 1995, sur l'île de Porto Rico, un petit village à Canovanas. Donc, il y a des gens qui habitent là-bas qui vont soudainement rapporter aux autorités qu'un animal mystérieux s'en est pris à leur bétail. Donc, on tue des chèvres, on tue des poulets, on tue des veaux. Donc, et ces animaux-là, bien sûr, présentent tous
de profondes marques de morsures à la gorge. Ils ont été vidés de leur sang. Et là, curieusement, cette créature apparaît. Elle fait partie d'une espèce de culture hispanophone. On la retrouve dans la culture hispanophone. Comme au Québec, par exemple, on a les légendes du bonhomme 7 heures. Donc là-bas, c'est le Chupacabra. Donc, il ressort, il apparaît comme ça. C'est comme une sorte de monstre mythique. Et comme les médias qui en parlent, ce sont des médias portoricains qui sont espagnols, l'information est véhiculée à travers la presse espagnole, à travers des radios espagnoles, et bientôt, la créature a fait ses apparitions un peu partout dans les pays hispanophones d'Amérique centrale et même d'Amérique du Sud. On n'a pas de récit qui arrive aux États-Unis tout de suite. Ça va être beaucoup plus tardif. Donc, ça se répand à travers une culture hispanophone, l'El Chupacabra. Donc, il est partout. Il passe de l'île de Porto Rico au continent. On le retrouve dans la région du Mexique. On le retrouve après ça au Guatemala. On le retrouve en Amérique du Sud, au Brésil. On parle le portugais, mais on parle également l'espagnol. Et ensuite au Chili, un peu partout. Donc, une sorte de coulée comme ça qui se répand où le Chupacabra apparaît partout. Et c'est vrai que depuis quelques années, après une période faste de la fin des années 90, début des années 2000, le Chupacabra a commencé à s'essouffler un peu, puis on entendait moins parler. Et là, voilà qu'il refait son apparition dans la presse mexicaine, parce qu'il y a quelques jours, des étudiants de l'école des technologies agricoles à Zaragoza, qui se trouve à 200 kilomètres à l'est de Mexico, les étudiants entraient en fait pour leurs études, et lorsqu'ils sont arrivés sur le campus de l'université, ils ont trouvé 2 moutons qui avaient été égorgés et exsangués. Et il faut quand même se le dire, les moutons en question se trouvent dans une espèce de parc, une enclave à l'intérieur du campus de l'université. Donc, il est difficile de pénétrer dans le lieu. Donc, on ne peut pas imaginer un animal qui passerait à moins que l'animal ait passé par-dessus la clôture ou en dessous de la clôture. Mais pour passer au-dessus de la clôture, c'est quand même une clôture qui fait plusieurs mètres de haut. Donc, l'animal ne put que bondir par-dessus la clôture pour se retrouver dans l'enclos. Et à ce moment-là, le seul animal capable de bondir à 3 mètres de hauteur, trancher la gorge des moutons, boire leur sang, sans s'attaquer, parce qu'il n'y a pas eu d'autres marques de prédation. Donc, les moutons n'ont pas été dévorés. Donc, le seul animal qui serait capable de commettre un tel carnage, ne peut être que l'El Mítico Chupacabra. Donc, il est de retour dans l'actualité. On va suivre. Il faut dire qu'il y a eu une plainte officielle qui a été faite à l'administration de l'École des technologies agricoles et il y aura enquête. Mais pour l'instant, c'est vrai que sur place, on n'a pas trouvé trace d'un quelconque animal ou prédateur qui aurait pu passer sous la clôture, comme un chien ou quoi que ce soit du genre. Donc, on se demande toujours qui est l'animal qui a tué nos 2 moutons. Et bien sûr, pour l'instant, la rumeur parle du Chupacabra. Christian, on rappelle aux auditeurs de Radio X et aux fans de Christian Page qu'à la fin du mois, tu vas avoir ta conférence ici même à l'Université Laval à Québec et tu vas nous parler de... des enlèvements extraterrestres. Faut-il y croire? Quelles sont les preuves? Et y a-t-il des explications alternatives? Donc, une conférence. Mais après ça, est-ce que les gens peuvent prendre des photos avec toi? Bien sûr, les gens peuvent prendre des photos. S'ils ont de mes bouquins, ils les amènent. On va en faire des signatures. Puis, c'est ça. On va essayer de faire une bonne soirée. La dernière fois, on avait parlé des énigmes de l'histoire. Ouais. Le public j'ai l'impression que le public a beaucoup apprécié. Puis, c'était assez ludique également. On s'est bien amusé. Puis, celle sur les enlèvements extraterrestres aussi, c'est toujours présenté. Moi, quand je fais mes conférences, c'est jamais un ton très professoral, là. C'est toujours présenté avec un certain humour. Et je pense que les gens apprécient beaucoup. ChristianPage.ca. Merci. Ça marche. Bye bye. Bonne fin de soirée. Au revoir. 8h50, on fait